Bien, merci beaucoup. Donc j'appelle Mathieu Beck, qui est le modérateur aujourd'hui de cette séance et qui va venir commencer. Est-ce que vous avez une introduction à faire particulièrement? Je vais vous laisser la parole. Oui, bien sûr. Je voulais remercier l'Académie nationale de chirurgie et Philippe Marre en particulier de m'avoir fait l'honneur et le plaisir d'organiser cette session consacrée au hernie. Je remercie également les orateurs prestigieux qui ont accepté par amitié de collaborer avec moi. Et la question qu'on peut se poser légitimement, c'est pourquoi faire une séance supplémentaire alors qu'il y en a déjà eu tellement sur les hernies. Tout d'abord parce qu'il y en a énormément à traiter. Ensuite parce que ces traitements sont en perpétuel renouvellement. Il y a une évolution qui est très importante et on peut revoir un petit peu tout ça à la lumière des recommandations internationales qui sont parues en février 2018. Donc on peut lancer le diaporama si vous voulez. C'est moi qui lance. C'est vous qui présentez en fait. Ah, Voilà, donc les recommandations internationales de 2018 et les paradoxes que cela peut soulever. Alors de tout temps, le génie inventif des chirurgiens s'est opposé à un taux élevé de récidive, ce qui a abouti à la description de centaines de techniques plus ou moins efficaces. Actuellement, on peut dire que le taux de récidive est contrôlé grâce à l'emploi de prothèses pariétales. Certaines questions d'actualité demeurent, c'est le problème des douleurs séquelaires chroniques. Et puis, plus récemment, on parle beaucoup de réhabilitation rapide, notamment avec l'ambulatoire, les raccourcissements de durée d'arrêt de travail, et puis les coûts. Alors, très rapide introduction sur les choix techniques. On va passer rapidement sur les RAFI qui sont un peu passés de mode. Les renforcements prothétiques, on peut les voir de la façon suivante. Il y a des prothèses qui sont placées dans un plan superficiel. C'est la technique de Liechtenstein-Chastan, mais qui a été décrite à l'Académie de chirurgie par Zagdoun en 1959, sans rencontrer un succès qu'elle aurait pourtant sans doute mérité. Et puis les prothèses placées dans un plan postérieur qui couvrent l'entonnoir musculopectinéal décrit par Fruchot en 1956, qui peuvent se placer soit par un abord direct, vous allez voir ces techniques, soit par voie médiane, c'est la technique de Stoppa, soit par voie célioscopique. Alors ce qui m'a frappé dans la revue de la littérature, c'est qu'il y a un très grand nombre de publications qui comparent les différentes techniques, mais il y a surtout beaucoup de raccourcis qui comparent le Liechtenstein et la célioscopie, ce qui est un raccourci à mon sens illogique. Parce qu'on devrait logiquement se poser la question suivante, vaut-il mieux placer une prothèse dans un plan superficiel comme dans Liechtenstein ou dans un plan profond extrapéritonéal? Dans le premier cas, on a un certain nombre d'avantages qui sont la simplicité, la reproductibilité, la vitesse d'exécution, avec comme inconvénient une couverture incomplète de l'entonnoir musculopectinéal, parce que je ne connais pas beaucoup de chirurgiens qui ouvrent réellement le fascia transversalis pour aller vérifier l'orifice crural. Un risque majoré de douleurs séquelaires chroniques, ça je vais vous montrer avec les recommandations. Alors si on place la prothèse dans un plan profond extrapéritonéal, il y a aussi un certain nombre d'avantages, pas les mêmes. La couverture est complète au niveau de l'entonnoir, il y a moins de risque de douleurs séquelaires chroniques. En revanche, ce sont des techniques qui sont plus difficiles à maîtriser, avec des durées plus longues, des risques de complications, et surtout pour la plus élaborée d'entre elles, qui est la célioscopie. Donc, à ce stade, si le chirurgien décide de placer la prothèse dans un plan profond, c'est à ce moment-là qu'il se pose la question, vais-je la mettre par une voie ouverte ou par une voie célioscopique? Alors, je vous montre rapidement, tout le monde connaît ça, la vision qu'on devrait théoriquement avoir en célioscopie avec le site direct, le site oblique externe et le site fémoral. Voilà ce qu'on voit en réalité. Vous voyez que cette vision célioscopique est identique à celle des schémas anatomiques. Et pour ce qui est de la couverture prothétique, voilà ce qu'on est censé avoir lorsqu'on met en place une prothèse postérieure qui couvre donc largement tous les orifices
de l'entonnoir musculo-pectinéal. Un petit mot sur l'évolution des idées. Le Schuldeis a connu son heure de gloire entre 1975 et 1985 environ, 90. Puis la célioscopie est apparue sur le marché. Elle a connu d'abord une période d'engouement, ce qui est le cas de le dire, concernant les hernies, puis un recul qui était lié en grande partie aux échecs, récidives, enfin bref, aux mauvais résultats et aux difficultés techniques rencontrées, avant de connaître un nouvel essor pour arriver actuellement à 38% en France. Pourquoi? Probablement sous l'effet des recommandations internationales. En revanche, le Liechtenstein a connu un début timide et a été probablement propulsé au rang de candidat au gold standard grâce, si je puis dire, aux échecs de la célioscopie. Alors, je vous ai parlé de la littérature. Les premières recommandations, c'est celle de la Société européenne de chirurgie hernière qui date de 2009, actualisée en 2014, et plus récemment, les recommandations d'un groupe international, Hernia Surge. Ces recommandations sont sorties en février 2018. Donc c'est une cinquantaine de spécialistes de la paroi qui se sont réunis et qui ont édité dans Hernia un pavé de 200 pages avec 1300 références bibliographiques de niveau 1 de preuves ne comportant que des essais prospectifs randomisés, des méta-analyses d'essais prospectifs, des analyses de bases de données, registres, etc. Les résultats ont été donnés sous forme de constatations et recommandations classées en 4 grades. Et je vous dirai tout de suite que ces recommandations sont très en faveur de la célioscopie. Et à ce stade, je dirais que je suis certainement un mauvais modérateur, parce que le terme de modérateur ne s'applique pas trop à moi. Je suis résolument célioscopiste. Mais le panel de collègues qui vont parler après moi vont défendre et présenter toutes les techniques. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les résultats un résumé des recommandations internationales, comment elles se présentent. Par exemple, pour les hernies primitives simples unilatérales chez l'homme, la célioscopie est recommandée parce que la récupération est plus rapide, il y a moins de douleurs post-opératoires précoces et chroniques, et une notion qui apparaît si un chirurgien expérimenté est disponible. Bien, on voit tout ça, c'est surligné. Ici, vous voyez le niveau de recommandation avec les 3 petites croix. Pour les hernies, alors ça m'évitera de vous donner tous les chiffres, les P inférieurs à 0,005, etc., les tableaux qui sont assez usants, parce que tout le travail a été fait en amont. Dans les hernies primitives bilatérales, la célioscopie est recommandée, pareil, si un chirurgien spécialisé est disponible. Pour les hernies récidivées à la fois à bord antérieur et postérieur, récidivées après à bord antérieur, qu'il y ait ou non une prothèse, c'est la célioscopie qui est recommandée pour éviter de repasser par la zone qui a déjà été opérée. Alors, lorsqu'il y a une récidive après, à la fois à bord antérieur et postérieur, à ce moment-là, la recommandation va vers le recours à un chirurgien expert. Et cette notion apparaît un peu plus loin lorsqu'il est mis en évidence que le taux de récidive est inversement proportionnel au volume opératoire du praticien. On pouvait s'en douter, mais au moins c'est dit clairement. En ce qui concerne les hernies fémorales et hernies de la femme, c'est un peu superposable, puisque les hernies fémorales sont plus fréquentes chez la femme, sans être leur apanage. Donc le taux de récidive inacceptable de hernie fémorale que l'on rencontre d'une part dans les hernies inguinales, d'autre part dans les hernies fémorales elles-mêmes, et en particulier chez la femme, c'est la célioscopie qui est à nouveau recommandée. Alors pour les hernies inguinoscrotales volumineuses, voire historiques, le groupe Hernia Surge a formulé un consensus en faveur de la réparation prothétique, qu'elle soit faite par voie ouverte ou par voie célioscopique transpéritonéale. Alors, voilà avant, voilà après une célioscopie, on voit que ça n'est pas du tout une contre-indication absolue. D'ailleurs, je vais vous montrer, je ne vais pas déflorer le sujet parce que Eric Mann vous montrera tout ça, et Jean-Pierre Cossa pour les tacs. Et voilà ce que ça peut donner. Vous voyez que la réduction est extrêmement facile. Et la mise en place du filet, puis la péritonisation permettent de restituer à ces patients une anatomie normale.
Concernant les hernies étranglées, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une contre-indication formelle de mise en place de prothèses dans ces milieux. Alors, premièrement, si le chirurgien a un doute sur la vitalité d'une anse intestinale, sa visualisation est recommandée. Ça, on pouvait s'en douter. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette visualisation peut être faite par une exploration directe ou par une hernioscopie ou par une laparoscopie, ou laparotomie, pourquoi pas. Et puis, la prothèse n'est pas contre-indiquée, évidemment, sous toute réserve, qu'il n'y ait pas de phlegmon piostercoral, qu'il n'y ait pas de sepsis, qui contre-indique la mise en place d'une prothèse. Alors, je montrerai juste une image. Voilà, une réduction d'une hernie étranglée et le traitement en 2 temps, parce que là, il y avait quand même un doute sur le côté septique, et la mise en place d'une prothèse 48 heures plus tard, dans un contexte cette fois ambulatoire. Voilà comment on peut s'en sortir. Mais les recommandations internationales sont tout à fait en accord avec ce type d'attitude. Alors, maintenant, concernant les suites opératoires, dans les hernies bilatérales et récidivées, il est démontré que le risque d'infection du site opératoire est accru si la voie est ouverte. Il n'y a pas de détails donnés sur les hernies primitives simples, unilatérales. Toujours dans les suites, concernant les douleurs séquelaires chroniques, voici ce qu'on voit apparaître. La chirurgie ouverte est une cause de douleurs séquelaires chroniques. Et l'expérience faible du chirurgien ou la chirurgie faite dans un centre non dédié est également une source de douleur séquelaire chronique. Ensuite, les coûts, l'évaluation des coûts. Alors, comme on pouvait s'y attendre, le coût direct est supérieur au niveau institutionnel lorsque la chirurgie est faite par célioscopie, bien sûr. Il y a un matériel qui est plus coûteux. Cela dit, au niveau sociétal, les coûts indirects sont inférieurs avec la célioscopie. Alors pourquoi? On va passer rapidement là-dessus. Au total, finalement, l'évaluation des coûts montre qu'au niveau sociétal, la célioscopie donne des coûts moindres. En fait, la prothèse a un coût équivalent. Si on utilise du matériel non pas résorbable, il y a 20 € d'écart entre une prothèse célioscopique à qualité égale, 20 € d'écart entre les prothèses célioscopiques et les prothèses ouvertes. Le matériel de célioscopie, sous réserve qu'il ne soit pas à usage unique, ça rentre dans l'amortissement du matériel de célioscopie. Alors la durée opératoire, par contre, on dit la célioscopie est plus longue, pas pour un opérateur entraîné. Pour un opérateur entraîné, une célioscopie moyenne peut durer entre un quart d'heure et 20 minutes, même entre 10 minutes et 20 minutes, alors qu'un Liechtenstein ou n'importe quelle chirurgie ouverte risque de durer plus longtemps. Et puis on parle de récupération plus rapide, avec moins de douleurs séquelaires chroniques. Voilà par exemple un patient qui vient d'être opéré d'une hernie bilatérale par voie célioscopique, donc il va sortir en ambulatoire. Vous voyez que sa mobilité est tout à fait satisfaisante. Ce que est capable de faire. Alors évidemment, on n'aurait jamais imaginé ça il y a une trentaine d'années. Alors maintenant les paradoxes, et je vais en terminer avec ça. Après les premières recommandations de 2009, beaucoup ont retenu l'idée que les indications idéales d'un traitement célioscopique, c'était les hernies bilatérales et les récidives après avant antérieure. Alors je mets au défi quelqu'un qui n'a jamais fait de hernie unilatérale de s'attaquer à ça. Alors ce sont des interventions difficiles et potentiellement dangereuses. On ne peut pas considérer que la célioscopie est une pratique occasionnelle. Ça ne peut être qu'une pratique de routine. Et puis, puisque les résultats paraissent si bons, autant en faire profiter tous les patients qui ont une hernie et transformer la cellio-hernioplastie en un gold standard. Mais alors, on se pose le problème de l'apprentissage de la technique, qui est effectivement, ça on doit le confirmer, c'est une technique qui est potentiellement dangereuse, la courbe d'apprentissage est longue, et cela soulève bien sûr la question de chirurgiens spécialisés et de centres experts, comme le groupe Herniasor n'a pas manqué de le dire. Alors, peut-on envisager cela pour une question aussi courante et aussi bénigne que la hernie? Oui, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et je reprends les phrases de Slopa qui datent de 2001. Dans cette chirurgie fréquente à location ubiquitaire, les chirurgiens qui en ont l'expérience pourraient continuer à opérer les hernies par laparoscopie vidéo-assistée sans mettre la pression sur la communauté chirurgicale et l'opinion publique, etc.
Et puis une question d'actualité également qui n'est pas résolue. Faut-il faire de la chirurgie hernienne une spécialité à part? Alors pour moi, les conclusions, c'est qu'il y a une place indiscutable de la célioscopie dans le traitement moderne des hernies. La chirurgie pariétale ne doit plus être considérée comme un parent pauvre de la chirurgie viscérale, mais comme une spécialité à part entière. Alors j'ai mis un point d'interrogation, mais en ce qui me concerne, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une certitude. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a quelques minutes de discussion. Alors justement, par rapport à l'enseignement, est-ce qu'il y a des modules d'enseignement spécifiques de la chirurgie hernienne? Parce que si on veut des chirurgiens experts, il faut peut-être qu'il y ait des formations particulières. Je pense que Jean-François Gillon doit commenter mes propos. Il passe avant moi ou on fait la discussion d'abord? Non, faisons l'intervenir. Je pense que c'est... Oui, ce sera mieux. C'est peut-être pas mal. Des questions? Non, allez-y. Voilà, bonjour à tous, effectivement. Donc, je vais faire mon boulot de commentateur et de modérateur sur ce sujet-là. Alors, Mathieu, vraiment, on peut être que d'accord avec ce que tu dis. La célioscopie, vraiment, quand c'est dans les mains, c'est une excellente technique. Maintenant, comme modérateur, il faut que je modère. Donc, il y a des petits points de détail que je vais soulever maintenant. Et ensuite, je te rejoindrai tout à fait dans tes conclusions après ces commentaires. L'essentiel de ta démonstration repose sur ces fameux guidelines, qui ont été faits par un groupe Hernia Search, qui est un travail extrêmement sérieux sur plusieurs mois, d'une cinquantaine d'experts répartis sur le monde entier. J'avais l'honneur d'en faire partie, donc je connais à peu près les choses par l'intérieur. Et donc on a fait comme travail une énorme compilation selon la méthodologie GRAD qui est là. Donc en gros, on prend toutes les études, on regarde ce qui est recevable de ce qui n'est pas, on prend principalement les études randomisées, les méta-analyses. Officiellement, on dit qu'on va regarder un petit peu les registres et les études observationnelles. En fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire que c'est pas aussi bien qu'une étude randomisée. Et il y a une première étape qui est le step 2, tu vois, où on upgrade ou on downgrade ce qu'on a lu. Donc déjà, il y a une première intervention un petit peu subjective, et puis tu verras qu'il y a une autre étape qui fait intervenir un petit peu la subjectivité. Donc, dans cette méthodologie GRAD, chaque intervenant, chaque lecteur lit la bibliographie et puis classe chaque élément de lecture en high, moderate et low. Ça, c'est les niveaux de preuve. Et puis ensuite, une fois que tu as les niveaux de preuve, tu upgrades ou tu downgrades avant d'arriver sur le stade des recommandations. Il y a deux choses, c'est les niveaux de preuve puis ensuite les recommandations. Alors, c'est un très bon travail. Vraiment, il ne faut pas faire trop la fine bouche, mais je vais quand même faire la fine bouche. Et ce travail n'est pas complètement, à mes yeux, exempt de défauts méthodologiques. Le premier, c'est dans le casting des 50 relecteurs. J'en faisais partie, mais il y avait dans le casting des relecteurs, il n'y avait pas ou peu de défenseurs du Schuldeis, pas ou peu de défenseurs du Liechtenstein, pas ou peu de défenseurs du PHS, et aussi une surreprésentation des chirurgiens d'Europe du Nord, dont 15 chirurgiens hollandais sur 50, qui n'est pas vraiment la représentation de la population mondiale. Et il se trouve que ces chirurgiens hollandais, c'est des néo-convertis à la cellule. Et il y a 10 ans, ils nous défendaient complètement le Liechtenstein, et 10 ans après, ils ont découvert la cellule et ils défendaient la cellule à fond. C'est ce qu'on appelle, ça peut être un petit peu la foi du charbonnier. Alors tu m'as dit, quand on fait une analyse factuelle de la littérature, tu vas dire, il n'y a pas beaucoup de place pour une attitude subjective, si, parce que en fait, tu vas voir que là, quand tu vois les recommandations, tu vois les 3 cases, le niveau de preuve est élevé et on dit que c'est une recommandation puissante, upgradée, tu vois, pour pas mal de choses, c'est un petit peu upgradé. Et alors parfois, tu arrives à des paradoxes où là, tu vois, le niveau de preuve dans la littérature est très faible et pourtant, c'est une recommandation strong upgradée. Donc, il fait intervenir quand même un petit peu la subjectivité des experts.
Parce que à ce niveau-là, tu vois, ça revient c'est un petit peu entre le step 4 et le step 5. Quand les experts pensent que c'est pas, la littérature n'est pas assez puissante, eh bien, on upgrade un petit peu la recommandation. Et ils le disent bien dans la méthodologie que finalement, ils ont le steering committee, c'est-à-dire ceux qui chapeautaient un petit peu tout ça, après des discussions au sein du groupe, eh bien, ils ont été amenés à upgrader ou downgrader les recommandations. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est une remarque beaucoup plus générale sur la méthodologie intrinsèque des guidelines, quels qu'ils soient. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les guidelines, on a quand même vraiment beaucoup tendance à prendre essentiellement les études randomisées et les méta-analyses, et on laisse un petit peu de côté la vraie vie. Et c'est quoi la vraie vie? Par exemple, les registres. Alors, je ne vais pas vous parler du registre du Club Hernie, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, mais par exemple, le registre Herniamed, où il y a quand même 300 000 patients qui ont été inclus par les Allemands avec une rigueur tout à fait germanique. Et dans ce registre, il y a des gens très sérieux comme Pockerling, de sorte que finalement, dans une population très ciblée, finalement, même le choix d'âge peut avoir des très très bons résultats sans prothèse. Donc il faut faire un petit peu attention à ne pas déraper trop dans les recommandations. Et puis aussi le médico-légal, on en a parlé ici, en 2015 ici, Jean-Henri Alexandre et M. Cloteau nous ont parlé de ça, et puis Philippe Braille qui est là, on a parlé à Mèche en 2017, eh bien c'est très rare les morts après cure de hernie, c'est très très rare, sauf que quand c'est après open, c'est des vieillards qui arrivent en urgence avec une gangrène, et puis les seuls décès qu'on a constatés en France de gens jeunes qui ont été à froid dans la hernie, c'était après célioscopie, il y en a quand même 6 en 8 ans, c'est très peu, puisqu'on fait à 140 000 hernies par an, 6 en 8 ans, ça détruit une vie du patient, sa famille, et puis surtout et aussi du chirurgien. Voilà. Et puis alors, la vie des patients, dans les guidelines, on ne tient pas trop compte de la vie des patients, et puis aussi de la date à laquelle on évalue le résultat. Parce que bien entendu, si on évalue le résultat d'une opération à 8 jours, c'est forcément en faveur de la célioscopie, il n'y a pas photo. 2 ans après, nous on a fait une étude sur 1500 TEP, 1500 TAP, 1500 TIP, 1500 Liechtenstein. 2 ans après, les résultats sont les mêmes. Pour autant que l'intervention a été faite par un spécialiste de l'opération, les résultats sont bons. Ce qui n'exclut pas, Mathieu, tous les avantages que tu as décrits pour la célioscopie et que les choses soient bien claires. Je suis pas un pourfendeur de la célioscopie, je suis un défendeur de la célioscopie, mais je voulais quand même qu'on mette au point ces petits détails. Et donc je reprendrai complètement tes conclusions, auxquelles j'adhère totalement. Et donc je pense que faire de l'approche célioscopie un gold standard, oui, je pense que oui, mais se pose le problème de l'apprentissage de la technique qui est potentiellement dangereuse, bien de le voir, avec une courbe d'apprentissage qui est longue, ce qui, comme tu le dis, soulève la question de chirurgiens spécialisés et de centres experts. Voilà les commentaires que je voulais faire sur ton très bon topo. Très, très précis. Donc on a encore, oui, je t'en prie, on a encore le temps pour une question. Alors je vais poser la question. Je suis moins enthousiaste, bien qu'ayant pratiqué pendant très longtemps des arrêts sous célioscopie, sous Liechtenstein, sous Schuldeis, sous TIP. Donc j'ai une expérience importante, comme tous ceux qui sont très vieux. Donc, je voudrais te poser une question. Je suis arrivé à peine en retard. Je t'avais dit que je n'arriverais pas au tout début, mais j'ai entendu que tu disais tout est en faveur de la célioscopie sous condition que de la présence d'un chirurgien expert, d'un chirurgien expérimenté, pardon. Donc, je voudrais que tu m'expliques pourquoi on peut faire de la célio que s'il existe dans l'environnement un chirurgien expérimenté. Et ensuite, tu as dit certaines indications ne sont valables que si elles sont effectuées par un chirurgien expert. Donc je voudrais que tu me définisses ce qu'est un chirurgien expert. Et ça, je veux le placer dans le contexte d'une réunion que j'ai eue hier après-midi dans des instances ministérielles où on est en train de classer, de redéfinir la chirurgie. Cette chirurgie, on va la redéfinir en niveau 1, niveau 2, niveau 3, parce qu'il ne nous a pas échappé que
Le modèle, c'est les maternités. Et dans le niveau 1, eh bien, c'est toute la chirurgie qui ne donne pas de complications prévisibles, dans laquelle il n'y a pas de permanence de soins, et dans laquelle il n'y aura pas de chirurgien expérimenté présent, a priori. Donc je voudrais que tu m'expliques pourquoi on recommande de faire de la chirurgie pariétale sous célioscopie en présence de ces deux spécimens dont tu ne nous as pas donné la définition. Oui, la définition est très, très difficile à donner. Je ne fais que reprendre les recommandations internationales. J'ajouterai une chose que je n'ai pas dite, qui fait partie de la vraie vie. Jean-François a parlé de la vraie vie. J'irai dans le même sens en disant que lorsqu'on prend un patient qu'on a soi-même opéré d'un Liechtenstein d'un côté, par exemple, et d'une cellule de l'autre, il va dire, si on l'interroge longtemps après, et quel que soit l'ordre des opérations faites en métachrone, évidemment, alors synchrone, ce serait déontologiquement, enfin éthiquement indéfendable. Les patients disent, il y a trois phrases qui reviennent. Il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir, ou c'est le jour et la nuit. Donc les patients disent, je me ferai réopérer par célioscopie sans problème, et la technique ouverte non. Alors tous les chiffres, toutes les statistiques ne me conviennent pas forcément, puisque moi j'ai cet aspect, j'ai cette vision des patients qui me disent que la célio, pour ceux qui ont eu l'expérience, la célio est au-dessus. Bien, à partir de là, on n'a pas de raison de douter de l'intérêt de la célioscopie. Après, comment la placer comment l'enseigner? Je n'en sais rien, je n'ai pas les réponses. Je pense qu'il faut des opérateurs qui ont un volume suffisant, d'une part, et on parle d'une courbe d'apprentissage qui est au moins de 200 cas. Mais il faut une pratique quotidienne, donc c'est au moins 200 cas pour être performant en célioscopie, au moins une centaine d'interventions par an. Et puis après, comment définir, comment labelliser un chirurgien expert, c'est difficile. Tout ça est à mettre en place. Quant au centre expert, ça existe déjà ailleurs. Il y a le Liechtenstein Institute, le Schuldeis Hospital et bien d'autres en Allemagne ou en Suisse qui sont des centres spécialisés. Alors ça peut venir peut-être en parallèle d'une chirurgie qui est considérée comme plus générale. Quant à l'apprentissage, tu sais bien comment ça se passe. On finit par savoir qui a l'habitude de telle ou telle technique et puis on va chez lui pour l'apprendre, puisque actuellement il n'y a pas de labellisation officielle. Donc ça répond aussi à votre question. Je crois que nous manquons d'études plus structurées parce que à ce que tu indiques comme étant le ressenti des patients, qui est un critère de plus en plus retenu par la HAS, lorsque les études randomisées ne sont pas probantes, à ce critère subjectif que tu décris et dont tu es persuadé, moi j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'après avoir vendu, entre guillemets, la célioscopie comme méthode mini-invasive, moins douloureuse, permettant de reprendre l'activité le plus rapidement possible, etc., j'ai inversé mes indications vers la chirurgie ouverte. Et donc je me suis interrogé, bien évidemment, parce que je t'entends et nous sommes amis, nous discutons toujours, je t'entends et j'ai voulu savoir si c'était la même chose. Et j'ai donc fait des études d'évaluation de la douleur. Bien évidemment, ça n'a rien de scientifique, je n'ai pas le temps de faire une étude scientifique. Mais je me suis rendu compte que les techniques anesthésiques avaient tellement évolué, je vous en parlerai tout à l'heure, que la chirurgie ouverte ne se fait plus après curarisation, intubation, mais avec un masque laryngé et sans curarisation. Je me suis rendu compte que mes Liechtenstein avaient une EVA à 0 au moment où je les faisais partir le soir même, et qu'un bon nombre d'entre eux, mais là encore c'est subjectif, me disaient qu'ils n'avaient même pas pris les antalgiques. Je fais beaucoup, malheureusement, parce que c'est un peu lancinant, de chirurgie du sportif, il y a des gens qui ont des pubalgies, pour lesquels on fait des interventions de Schuldeis. Là encore, j'ai beaucoup de réticence à faire ces interventions de Schuldeis qui sont souvent bilatérales en ambulatoire. Et là encore, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Les patients avaient beaucoup moins de douleur que l'escompté qu'ils en auraient. Bon, pour l'intervention de Schuldeis de la pubalgie, la laparoscopie ne fonctionne pas bien.
Je l'ai essayé un moment et ça ne marche pas. Bon, et donc tout ça, il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Et on verra tout à l'heure dans la discussion médico-légale si ça vaut le coup d'être plus en faveur ou moins en faveur. Je crois que chacun doit faire ce qu'il sait faire le mieux adapté au patient qu'il a en face de lui, et en espérant qu'il n'y aura pas d'accident. Entièrement d'accord avec ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut essayer de faire des commentaires peut-être un peu plus brefs parce qu'on n'aura pas le temps de pouvoir traiter tous les sujets. Je crois qu'on va passer à la communication suivante. Je pense que beaucoup de questions vont se recouper avec les autres présentations. Merci.